Alors c'est parti, bonjour à tous. Salut Alexandre, salut Ivan, merci d'être parmi nous aujourd'hui, en pleine période estivale pour parler de la SCPI Wimo One, qui fait pas mal parler d'elle en ce moment. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est se présenter, te présenter, voilà, nous parler un peu de toi, ton parcours, ce que tu fais chez Wimo, et puis voilà, let's go. Je commence en premier, je démarre. Ouais. Alors je m'appelle Ivan, Ivan Vagic, j'ai 35 ans, marié, 4 enfants depuis peu. Et comme je disais tout à l'heure, avant d'arriver, il a fallu que je les gère un peu. Donc c'est vrai que quand cette période estivale, il faut gérer les enfants et le boulot un peu. Mais écoute, moi j'ai créé Wimo en 2017. C'est à l'origine une société qui fait de la commercialisation sur le logement neuf, donc il travaille pour le compte de promoteurs immobiliers en Île-de-France. C'est une société qui a une quarantaine de personnes aujourd'hui et qui se développe assez bien parce qu'elle commercialise à peu près entre 1000 et 2000 logements par an. Donc il y a quelques années, j'ai entrepris un virage un peu plus personnel dans la diversification du groupe parce que en fait, à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait peut-être essayer de contribuer à changer le monde et avoir une action sur le monde un peu différente. Je me suis dit que le fait de le faire en tant que agent immobilier, même si on n'est pas totalement agent immobilier, en fait, on avait des leviers qui n'étaient pas forcément maximum. Et donc, je me suis dit que je sais faire de l'immobilier, enfin ajouter une corde un peu plus financière et c'est comme ça qu'est née l'idée de la SCPI. Et puis après, le hasard des rencontres, au fil des discussions, etc., on affine de plus en plus notre projet. Mais c'est comme ça en tout cas en 2023, début 2024, pardon, c'était en 2023 que je me dis, ok, je veux créer une SCPI. Et puis après, il a fallu les rencontres. Je rencontre mon futur associé Gurvan Maeo, Christophe que je connais depuis très longtemps. Donc on est trois associés fondateurs. Et c'est comme ça que petit à petit le projet émerge. Et c'est enfin, nos expériences, nos rencontres qui vont faire évoluer petit à petit la stratégie et qui vont bâtir le futur groupe. Mais voilà pour te donner à peu près un petit état des lieux. Et donc, en fait, on lance notre projet en 2024. On crée la société Wimoreim tout début 2024. On obtient nos agréments pour la SCPI Wimo One, enfin notre visa au cours du deuxième trimestre 2024. Et on démarre l'aventure de notre SCPI comme ça, deuxième trimestre 2024. Donc on n'est pas très connu sur le marché, il faut faire notre place, il faut rencontrer du monde. On travaille petit à petit on affine notre stratégie par rapport au retour d'expérience qu'on a sur le marché. Et puis voilà comment on est Wimo One. Voilà. C'est un retour d'expérience. C'est une volonté qui naît d'abord dans mon esprit et qui ensuite se transpose au fur et à mesure et évolue au fur et à mesure des rencontres qu'on va avoir auprès qu'on va voir en fonction du marché, toutes ces choses-là. Ouais, et puis dans un super contexte de marché en plus. Alors, Niveau timing. super contexte de marché pour les acquisitions, contexte de marché plus compliqué pour la collecte. Mais c'est souvent ce qu'on va constater dans la vie, hein, dans la vie d'un gérant. Soit c'est facile de collecter, mais c'est dur de placer l'argent, en tout cas d'acheter des bons actifs. Soit c'est difficile de collecter, et là les actifs, il y a plus de sujet. C'est facile de trouver des bons actifs. Donc de toute façon, on sera toujours confronté à cette double problématique, enfin, dans le marché de la SCPI, quoi. Voilà. C'est comme ça. On va sûrement en parler un peu plus tard, mais clairement, les valeurs de reconstitution sont plutôt bonnes. Du coup, ça se voit que c'est un bon contexte de marché, ou en tout cas, les acquisitions ont été faites à de bonnes manières. Exactement, exactement. En fait, au début, quand on a commencé quand on a collecté nos 5-6 premiers millions, on a réfléchi à la manière dont on pourrait les placer. Donc en fait, forcément, tu vas sur le marché, donc tu te confrontes au marché et on fait des offres sur les actifs à 5, 6, 7, 8, 9 millions d'euros. Et on voit qu'à chaque fois, en fait, on a des concurrents qui arrivent, des institutionnels qui sont sur le même créneau et qui sont capables de faire une offre à un prix supérieur au nôtre. Et on se dit, en fait, si on veut avoir des résultats différents à l'échelle de notre SCPI, faut qu'on ait un positionnement différent. Et c'est comme ça que va émerger un pan de notre stratégie, en tout cas Smart Cap, qui consiste à acheter des petits actifs, parce qu'en fait, tout simplement,
il y a pléthore d'actifs, il y a beaucoup d'actifs sur le marché, mais il y a beaucoup moins de concurrence. Et en fait, cette absence de concurrence fait qu'on a un meilleur levier de négociation vis-à-vis du vendeur, puisque nous, on paye, puisqu'on achète sans condition suspensive de financement. Et donc, en fait, quand on fait ça, bah nous, c'est bingo parce que on arrive à acheter des actifs à des prix légèrement décotés par rapport au prix du marché, et ça se retraduit naturellement sur notre valeur de reconstitution qui est à plus 7,8% par rapport au prix de la part. Voilà. Donc, ce qui fait que notre patrimoine s'est apprécié de quasiment 8% en l'espace de un an, un peu plus d'un an. Très court terme. Peut-être avant de revenir sur ça, Alexandre, toi, tu es, président fondateur du groupe Épargne Pluriel. Tu peux peut-être présenter un peu le cabinet en termes de chiffres, tu es agressif, bien sûr, donc distributeur de toutes les CPI, entre autres, mais peut-être te présenter. Si les auditeurs ne nous connaissent pas, on est un cabinet de gestion de patrimoine que j'ai créé il y a 10 ans. On a à peu près 500 clients. La SCPI est un produit que l'on propose depuis le départ. Euh, Pendant quelques années, j'avais un peu arrêté parce que j'y croyais moins. Mais là, clairement, je trouve qu'il y a une tendance de marché assez forte et qui est intéressante de capter. Et c'est vrai que on le voit bien, quand la SCPI était le plus en poupe, c'était Primonial qui collectait par wagon. Aujourd'hui, Primonial, ça va un peu moins bien. Euh, et, et donc, faut faire attention en tant qu'acheteur de SCPI à son market timing également. Bah, faut faire attention à sélectionner son véhicule, ça c'est évident. C'est vrai qu'il y a plus de 200 SCPI qui existent, donc sélectionner le véhicule c'est important. Essayer de comprendre la stratégie des gérants, quel est le segment de marché sur lequel les gérants s'exposent et est-ce que cette stratégie immobilière a du sens. En fait, ce qu'on oublie souvent quand on achète de la SCPI, c'est que souvent on s'arrête au marketing, on s'arrête au nom du groupe, à la taille, on dit ah c'est un groupe bancaire, ah c'est un grand groupe institutionnel, ah c'est un grand groupe, ça existe depuis des dizaines d'années, ça gère des milliards. Ben en fait on oublie que au-delà de la marque et du gestionnaire, il y a des fonds qui ont des stratégies et des thématiques et qui ont de l'immobilier et qu'en fait, faut avant tout, lorsqu'on achète des parts de SCPI, on achète de l'immobilier. Certes, on achète des parts, donc on achète un produit financier, mais le sous-jacent, c'est de l'immobilier. Donc, quelle est la stratégie? Quelle est la qualité du portefeuille? Est-ce qu'il y a une plus-value potentielle? Enfin, en tout cas, est-ce que j'ai une protection pour mon capital en cas de retournement de marché? Et la protection, on va la constater en fonction de la valeur de reconstitution. Enfin en tout cas l'écart entre les prix de la part et la valeur de reconstitution. Est-ce que j'ai un bon taux d'occupation financier? Mais au-delà de ces éléments financiers qui permettent de donner déjà une idée sur la qualité du patrimoine, moi ce que j'aime bien faire, c'est regarder quelques actifs dans le rapport annuel. C'est-à-dire dans le rapport annuel, est-ce que j'ai un locataire qui représente plus d'un pourcentage particulier dans ma SCPI? Est-ce que je suis plus exposé à un type d'actif par rapport à une autre typologie? Est-ce que je suis plutôt une SCPI de bureau, une SCPI de commerce? Est-ce que je suis granulaire ou pas? Et voilà, c'est tous ces éléments qu'il faut essayer d'appréhender et il faut aller au-delà du, euh, du, du, de la première façade qu'on nous donne. Voilà. Et c'est ça qui est difficile dans la SCPI, c'est que souvent, dans la SCPI, on met ça dans un contrat d'assurance vie. Alors nous, on est contre le contrat d'assurance vie, hein. Notre SCPI ne sera pas dans un contrat d'assurance vie, sauf à créer un compartiment de part dédié, etc. Mais en fait, nous, on veut pas distribuer en assurance vie parce qu'en fait, c'est un produit immobilier. On peut mettre de la SCPI dans de l'assurance vie, mais il faut avoir conscience que quand on est gestionnaire, l'assurance vie peut vous permettre de collecter beaucoup, mais qu'en cas de retournement de marché, l'assurance vie peut également créer des problèmes de liquidité. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver un moyen pour le gérer différemment et que ce moyen pour le gérer différemment, c'est peut-être de créer un compartiment de part dédié à l'assurance vie pour pas impacter la liquidité du fonds de façon générale. C'est pas, enfin, en tout cas, c'est des sujets qui sont pas évidents à gérer et on voit que la grande partie des problèmes de liquidité qu'il y a eu sur les CPI récentes, c'est parce qu'ils étaient principalement distribués en assurance vie et que, enfin, quand vous êtes en unité de compte, vous avez un clic à faire et ça y est, vous avez vendu votre participation. Et en fait, après, c'est l'assureur qui s'occupe de gérer la liquidité avec le gestionnaire. Et ça pose problème.
Donc en fait, faut pas oublier que quand on achète de la SCPI, on achète de l'immobilier et on est là pour les conserver longtemps. Dès qu'on fait ça en assurance vie, bah en fait, on donne un caractère. Alors c'est bien pour le client, c'est moins bien pour le gestionnaire, je trouve, parce qu'on vient donner un caractère liquide à quelque chose qui ne l'est pas par nature. En revanche, pour un client, c'est bien d'en détenir en assurance vie. C'est pas le sujet. Un client, et c'est un bon conseil que de conseiller à un client d'en détenir en assurance vie pour l'assurance vie, etc. Mais pour le gestionnaire, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est ces aspects-là que j'ai pris en compte quand j'ai lancé la SCPI, en me disant bon bah voilà, je vais essayer de prendre des petits retours d'expérience des uns et des autres pour essayer de bâtir un produit qui soit stable et qui dure dans le temps. Voilà, c'est comme ça, c'est ma philosophie de pensée en tout cas. C'est hyper intéressant parce qu'on en discutait juste avant, en préparant le podcast, de savoir la philosophie par rapport au contrat d'assurance vie. On l'a vu dans le passé avec Capimo, par exemple, qui a un peu été l'indicateur avancé de problèmes pour Primonial et qui a précipité la chute. C'est sûr que pour le client final, ça peut être intéressant. Et un auditeur nous avait demandé s'il y avait certaines SCPI qui étaient dans des contrats d'assurance vie. Et de l'autre côté, ça peut à terme créer des problèmes. Quand on est sur un actif qui est censé durer 5, 10, 15 ans, le fait d'avoir une liquidité immédiate, c'est pas forcément une bonne chose. C'est un peu comme, moi j'ai un point de vue sur les frais d'entrée des SCPI. Heu, le fait de pas forcément avoir des frais d'entrée, c'est un avantage pour le client, mais est-ce que c'est vraiment un avantage, à terme, si un retournement de marché, que c'est entre guillemets «pas coûteux» de sortir de la SCPI? Voilà, c'est un autre débat, je ne sais pas si on va en parler maintenant, mais Ah, tu peux vite avoir un retour de bâton, effectivement, hein, des vagues de sortie, tu peux difficilement maîtriser d'un point de vue opérationnel, côté gestion. En fait, c'est vrai qu'on a eu tendance ces dernières années à vouloir transformer un produit qui est par nature illiquide en produit financier et en fait, on a vu que ça marchait pas parce que tu peux pas vendre un actif immobilier comme ça en appuyant, sur un bouton et derrière ça se commercialise, c'est peut-être pas forcément les meilleurs, enfin, il y a le contexte de marché qui joue, mais d'un point de vue opérationnel, voilà, c'est pas un actif liquide comme une action ou une obligation. En fait, quand tu collectes en face, il y a pas de sujet. C'est-à-dire que quand tu as toujours des entrées qui compensent les sorties, et voilà, c'est pas un problème. Le sujet qu'on a souvent dans la vie, c'est que les problèmes n'arrivent jamais seuls et que le jour où en fait tu as beaucoup plus de sorties qui arrivent, bah forcément mécaniquement tu as moins de collecte. Donc tout arrive en même temps. Donc les problèmes, s'ils étaient que partiels, il y aurait pas de sujet finalement. Mais enfin voilà, le sujet c'est quand tu as de la collecte qui en fait stagne et que de l'autre côté, bah, tu as ton rythme de sortie qui est de plus en plus important. Donc bon, après, ça veut pas dire que c'est une bonne chose, mais ou une mauvaise chose, parce que pour la stratégie du client final, ça peut être intéressant de détenir des SCPI en unité de compte, parce que ça reste quand même un produit avec un SRI de 3/7. Donc en termes de niveau de risque, allez, on va dire que pour les clients, je sais pas s'il faut l'expliquer, je sais pas quel est enfin, le niveau de connaissance de ton auditoire, mais bon, on sait jamais. Mais voilà, 1/7, c'est les produits les moins risqués, on va dire des fonds euros. 7/7, ça peut être des titres vifs, voilà, parce que c'est plus volatile, c'est plus risqué. Et entre les deux, bah, il y a les SCPI qui sont à 3/7, donc qui sont même plutôt profil prudent, équilibré. Donc mettre de l'immobilier pour aller chercher du rendement et pour être sur un produit qui, en théorie, n'est pas censé être très volatile, bah en fait, ça a carrément du sens dans un contrat d'assurance vie pour un client qui veut de la stabilité, voilà, qui veut du rendement et ainsi de suite. Donc en fait, ça a carrément du sens. Mais encore une fois, je le dis, moi, je me positionne dans la peau du gestionnaire. Bah en fait, quand on est un gestionnaire, bah en fait, on peut avoir une difficulté par rapport à ça. Et juste peut-être pour revenir sur un peu la philosophie du podcast qu'on a créé, donc on en discutait, mais enfin, tu le disais, il y a plus de 200 SCPI sur le marché et je pense que c'est important de faire le tri, tu le disais, des SCPI en question, des gestionnaires et c'est vrai que ça a fait beaucoup parler ces dernières années. Donc nous, on a vraiment lancé ce podcast pour essayer de décrypter tout ça au plus grand nombre et du coup, alors moi, pour me présenter, enfin, je suis financier de formation. On s'est rencontrés à Dauphine avec Alexandre. Ah, c'est vrai, vous avez... Ah bah oui.
rigolo, j'ai fait Dauphine aussi. Bienvenue au club. Et, Ça marche bien, Dauphine. et en fait, ouais, enfin moi j'ai fait 10 ans dans des sociétés de gestion et j'ai été gérant de fonds chez Sofidy sur deux de leurs SCPI et un OPCI. Et en fait aujourd'hui j'essaye d'apporter cette expertise aux particuliers et enfin aux clients actuels et futurs. Et en fait c'est vraiment de voilà soulever le capot et regarder ce qu'il y a. Et comme j'étais au cœur de la machine, je pense que voilà, je suis bien à même de pouvoir apporter ces décryptages et échanger avec des pros du secteur. C'est vraiment top. Donc voilà un peu pourquoi on a lancé aussi ce podcast. Et puis voilà, on va peut-être plus pouvoir revenir sur la SCPI Wimo. Donc, tu parlais de la small cap, smart cap, c'est un peu des mots tendance. Donc finalement, c'est quoi en taille d'actif? Enfin, en fait, vous visez vraiment une granularité assez importante de votre portefeuille, c'est ça, sur un marché où Tout à il n'y a fait. pas d'institutionnels et c'est pas les particuliers non plus, quoi. Donc Tout à fait. Tout il à y a de fait. la place. Tout à fait, tout à fait. En fait, ouais, on a un positionnement small cap, smart cap. Small cap, ça c'est notre première pierre. Comme je te l'ai dit, quand on a démarré, on a essayé d'acheter enfin, des actifs classiques, et en fait, on s'apercevait voilà qu'on n'arrivait pas à créer suffisamment de valeur pour nos épargnants. Donc là, on s'est orienté vers le segment des plus petits actifs, et ça marche mieux. Tu vois, on a créé de la valeur en l'espace d'un an, on a une bonne valeur de reconstitution, on a réussi à bien se positionner parce que le vendeur, il est prêt à abandonner une partie de sa marge potentielle, en tout cas sur son prix de vente, en ayant la sécurité de faire l'opération avec nous, parce qu'on achète sans condition suspensive de financement. Voilà. Et que nos concurrents, bah, c'est des privés, c'est des marchands de biens, c'est des familles, etc. Donc ça, c'est le point numéro un de notre stratégie. Le point numéro 2 de notre stratégie, c'est qu'en fait, on veut acheter des actifs où, en fait, souvent dans l'immobilier, t'entends emplacement, emplacement, emplacement. Bah, nous, en fait, on va ajouter à emplacement, 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 locataire, locataire, locataire. Mais c'est pas que ça. En fait, on va essayer de se dire si on devait acheter cet actif. Parce qu'il faut savoir qu'on est tous, enfin, tous les trois associés gérants de la société de gestion Wimorem, on est tous associés dans Wimo One, dans la SCPI, nos familles également, nos parents, nos frères, enfin voilà. En fait, on a voilà, tous les membres de notre famille qui sont investis dans notre fonds. Donc en fait, on a notre manière de gérer, on va gérer comme si c'était pour nous-mêmes. Donc déjà, on va réfléchir, on va se dire, bah voilà, est-ce que c'est smart d'acheter cet actif? Donc est-ce que le locataire, il est bien? Est-ce que cet emplacement a un intérêt stratégique pour le locataire? Est-ce que le locataire a mis des travaux de rénovation significatifs dans dans l'immeuble pour rester longtemps? Est-ce que l'immeuble est facile à relouer? Typiquement, le raisonnement de base qu'on doit toujours avoir, c'est est-ce que l'immeuble est facile à relouer ou pas? Et si effectivement l'immeuble est facile à relouer ou pas, alors oui, on peut l'acheter. C'est-à-dire qu'au moment où on l'achète, on se dit, si l'immeuble était vide, est-ce qu'on serait à l'aise pour le relouer? Pourquoi? Parce que la vacance locative fait partie du job. On aura forcément des locataires qui vont partir, on aura forcément des locataires qui vont déposer le bilan, on va forcément avoir des situations comme celle-ci. C'est l'immobilier, il y a du risque. Ça peut pas se faire de linéaire et sans gestion. Il y aura forcément enfin voilà, des sujets de gestion à un moment donné. Donc au moment de l'acquisition, si on se projette avec la possibilité de dire, bah voilà, mon actif, au moment où je l'achète, il est loué, mais s'il était vide, est-ce que je suis à l'aise pour le remettre en location? Parce que est-ce qu'il est bien positionné par rapport au marché? Est-ce que la valeur locative de mon actif est cohérente par rapport aux valeurs locatives de marché? Est-ce qu'il est pas trop gros? Est-ce que je peux créer de la valeur si j'ai un actif qui est gros, mais que je le découpe en petites cellules? Donc, est-ce qu'il est découpable en petites cellules pour que je puisse le relouer plus facilement, créer de la valeur pour mes futurs associés? Ben, en fait, c'est tous ces éléments-là qu'on va prendre en considération dans le cadre de notre stratégie. Et c'est comme ça. Donc, en fait, on n'a pas la science infuse. On fait les choses par rapport par rapport à voilà, notre âme et conscience en tant que gérant, quoi, et par rapport à nos données, voilà, aux données qu'on va collecter, aux analyses qu'on va en faire. Donc l'erreur peut exister, donc on n'est pas parfait. Voilà, il faut aussi le dire à nos associés. Le risque zéro n'existe pas. Donc quand on déploie de l'argent et qu'on achète de l'immobilier,
on peut faire des bons coups. Là, on a acheté un McDonald's à Rome, on a acheté une école à Milan, on a acheté un petit local d'activité à Barcelone, en banlieue de Barcelone. On a des super retours sur les expertises, et puis on a des actifs sur lesquels, bon, on les achète au prix ou légèrement décotés par rapport au prix. Donc, voilà, c'est pas une science exacte, c'est de l'immobilier, mais on essaie d'être smart dans notre démarche. Voilà, être intelligent dans la démarche. Et donc après, évidemment, on est diversifié, donc on va chercher les opportunités à droite à gauche. Hein. On n'est pas figé sur une classe d'actifs, et on est européen. On essaye d'avoir au minimum 75% d'Europe, en tout cas de zone euro dans notre patrimoine, et 25% de France. On avait deux questions par rapport à ça. La première, c'est du coup, il y a pas mal de commerce. Est-ce que c'est une volonté de détenir du commerce ou est-ce que c'est par opportunité? Par opportunité. Il y a pas une volonté. En fait, comme on est diversifié, on veut pas avoir une classe d'actifs à plus de 50%. Maintenant, le commerce se prête assez bien à notre stratégie parce que c'est des cellules qui peuvent faire facilement 1, 2, 3, 4 millions d'euros. Donc, c'est assez facile pour nous d'aller se positionner sur ce type d'actifs. Maintenant, c'est vraiment par opportunité. C'est parce que les premières transactions qu'on a eues et les opportunités qu'on a eues, elles étaient plutôt sur le commerce. Maintenant, on n'est pas figé sur ces classes d'actifs, et ça peut, bien entendu, compte tenu de la taille de notre capitalisation, qui est légèrement supérieure à 30 millions d'euros au moment où on tourne cette vidéo, au début du mois d'août, et bah effectivement, ça évolue assez vite. Hein. Il suffit qu'on achète deux actifs à 4-5 millions et ça y est, la nature du patrimoine change, la composition du patrimoine change. Voilà, donc c'était plus par opportunité que par volonté forte affichée d'être très présent sur le commerce. Et moi, j'avais une question, Ivan, sur le sourcing des actifs, et Donc, notamment européens. Tu le disais, comment ça se passe en fait? Comment les opportunités elles arrivent? Il y a des intermédiaires ou c'est... en fait, nous, comment on fait, c'est on a ce qu'on appelle dans chaque pays. Là, on est présent en Espagne et en Italie. Dans chaque pays, on a ce qu'on appelle un défricheur. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est référent chez nous, qui va être en relation avec tous les agents immobiliers locaux. Une fois que tu as créé ton microcosme, au début on t'envoie des deals un peu moyens, pas terribles, pas forcément les plus sympas. Donc après tu leur expliques que non, je veux pas aller sur cette typologie d'actifs, etc. Ce deal est pas bien parce que ci, parce que ça. Et après on se met à t'envoyer des bons deals parce que on te met en haut de la pile, on comprend que tu payes sans condition suspensive de financement. Et donc là on dit bon bah tiens, j'ai un bon deal pour eux, je sais qu'ils payent cash, ça va tout seul. Et donc, comment on est organisé? Donc, tu as ce qu'on appelle un défricheur chez nous, un référent, qui va être référent pour le pays et qui va faire la relation avec les brokers. Une fois qu'il a identifié les quelques premiers deals qui peuvent avoir du sens, là, on fait les visites avec notre gérant financier, ou en tout cas notre responsable d'acquisition, qui est mon associé Gurvan Maeo. Et après, lui, il va dans chaque pays et il fait sa tournée. Il visite chacun des actifs. Et si les actifs sont validés, offre d'achat, promesse et acquisition dans la foulée. Voilà. Et après, on essaie de séquencer tout ça pour que ce soit le plus optimisé possible par rapport à notre collecte, pour qu'on ait le moins d'argent qui dort possible. Ouais, ça demande quand même d'être assez, enfin, très agile et aujourd'hui, ouais, du coup, c'est... Il faut être réactif, ouais, c'est sûr. Il faut être hyper réactif. Il faut être rapide, ouais, ça c'est sûr. Parce que souvent on entendait en tout cas que les meilleurs deals étrangers ne remontaient pas à Paris, donc c'est plus le cas aujourd'hui. En fait, toi, tu arrives sans condition suspensive, donc tu t'achètes cash puisqu'effectivement tu as de la collecte, donc tu as de la capacité de déployer rapidement, donc c'est une force aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, c'est ceux qui arrivent à collecter, comme tu dis, ils peuvent se saisir des meilleures opportunités Tout à qu'il y a en ce moment. fait. Ceux qui Est-ce arrivent. que... Et puis après, enfin, tu sais que faut aussi relativiser quelque chose, hein. En France, le marché, il est un peu difficile et c'est dur l'immobilier et le contexte économique est un peu dur en France. Mais c'est pas du tout le cas dans les autres pays d'Europe, hein. C'est-à-dire que en Espagne, le business va bien, hein. T'as un gouvernement socialiste, mais qui est peut-être plus à droite que notre droite à nous, et qui a mis en place, qui a changé la dynamique du pays, qui a réduit les déficits, qui a réduit, enfin voilà, t'as de la croissance, ils arrivent à capter pas mal d'investissements européens. En Espagne, t'as plus de 3% de croissance, hein. Donc en fait, les deals en Espagne, c'est dur d'en trouver, hein.
il faut y aller, hein. Il faut être capable voilà, de se lever de bonne heure. En Italie, c'est un peu différent parce que l'Italie, on a moins de concurrence qu'en Espagne parce qu'en Italie, c'est plus difficile de pouvoir acheter. C'est des familles, c'est des négociations à l'italienne. Le McDonald's qu'on a acheté à Rome, on a failli se le faire piquer au dernier moment parce que l'avocat du vendeur, il a vu qu'on faisait une bonne affaire, il a essayé de mettre un de ses copains sur le coup. En fait, mon associé qui est sur place, il passe un coup de fil à mon associé de Paris qui s'occupe des finances, il lui dit bah vire-moi 500 000 euros sur le compte du notaire pour qu'on bloque l'affaire. Tu as 500 000 euros qui arrivent en instantané sur le compte du notaire. On envoie le screenshot à l'agent immobilier qui ensuite l'envoie au vendeur et il lui dit bon en fait qu'est-ce qu'on fait là, ton avocat il te fait perdre du temps mais en vrai l'argent il est sur le compte du notaire là donc on est prêt à acheter ton McDo. Donc la semaine prochaine tu l'as vendu. Et puis le vendeur il dit bon ok et puis l'avocat il abandonne son coup et ça y est on fait le deal. Mais si on n'est pas réactif en Italie, bah, et qu'on n'est pas une boîte agile comme nous on l'est, et qu'il faut repasser par un comité qui doit valider le déblocage des fonds, des ci, des ça, etc. Bah en fait bah, le deal il te passe sous le nez. Donc donc l'Italie c'est encore quelque chose de particulier. C'est assez difficile pour les institutionnels classiques d'y rentrer. L'Espagne c'est déjà un peu plus classique, c'est un peu différent, mais l'Espagne c'est très dynamique et c'est dur d'accéder au deal maintenant. Les taux de rendement se sont effondrés en Espagne. Donc je disais tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'en France le marché il est un peu compliqué, mais dans le reste de l'Europe le marché est bon. Donc quand on collecte aujourd'hui, c'est déjà pas si évident que ça de placer. Il y a encore beaucoup d'affaires évidemment, mais c'est plus difficile de placer les fonds qu'avant. Voilà, il y a à peine un an, c'était déjà différent, c'était plus facile. Aujourd'hui, il y a toujours des bonnes affaires, mais il faut quand même être sélectif parce qu'il y en a pas tant que ça. Et c'est ce qui est vachement bien d'être diversifié d'un point de vue géographique, quoi. C'est que tu vas pouvoir aller là où c'est le plus pertinent. Exactement. Si c'est plus pertinent en Italie à l'instant T, bon, on forcera sur l'Italie, on fera moins d'Espagne. Si l'Espagne revient, c'est plus facile. Ou en tout cas, on fera de l'Espagne sur opportunité. La France, on le fait aussi sur opportunité. Et puis voilà. Et puis là, on réfléchit à ouvrir de nouveaux pays. On devrait en ouvrir éventuellement un, je pense, d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine. Voilà. Donc après, une fois qu'on est présent sur 4 pays, ce sera déjà pas mal. Mais déjà, avoir 30 millions d'euros de capitalisation et être présent dans 3 pays et avoir une quinzaine d'actifs, bah c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal, c'est déjà une bonne diversification, hein, parce que ça fait une taille moyenne d'actifs à 2 millions d'euros. Là, on a fait 3 acquisitions fin juillet, donc il est trop tôt pour que je t'en parle parce que j'ai pas encore communiqué de manière officielle sur le sujet. Et voilà, on a fait 3 nouvelles acquisitions à fin juillet et on a déployé les 30 millions qu'on a collectés. Donc, et les 3 acquisitions sont en Espagne. Voilà, donc là, on avait plus d'affaires en Espagne, mais la prochaine salve, elle est en Italie. Les 2, 3 prochaines affaires qu'on va faire, elles sont en Italie. Donc vous êtes hyper réactif, hyper agile. Est-ce que vous allez réussir à garder justement cette agilité? Enfin, d'un point de vue opérationnel, c'est, je pense, un boulot titanesque, hein, je En fais fait, confiance. ça va dépendre de notre volume de collecte, et tant qu'on est entre 10 et 20 dans l'entreprise, il n'y a pas de sujet. Ça va être facile. Le jour où on passe un certain cap, tu as un peu plus de process, et puis c'est plus difficile. Et puis après, nous, on est condamné à rester un véhicule à taille humaine. On peut pas se permettre de collecter 50 millions par mois. Alors, je te rassure, je vous rassure, c'est pas du tout encore le cas. On a collecté pas loin de 5 millions d'euros au mois de juillet. Donc, tant qu'on reste sur des collectes aux alentours de 10, 15, 20 millions d'euros par mois, on sait qu'on est en mesure de déployer ça de manière efficace et on sait que on fera les affaires qu'il faut pour que la performance soit pérenne sur le long terme. Dès lors qu'on passe certains caps en termes de volume de collecte, compte tenu de nos stratégies, ben on va devoir limiter la collecte. On sera condamné à le faire. Alors, c'est assez terrible pour moi de le dire, parce que d'un côté, bah en fait, on se bagarre tous les gérants se bagarrent pour collecter. Et le jour où tu arrives à certains caps de collecte, et ben en fait, tu te retrouves à devoir limiter toi-même ta propre collecte, parce qu'en fait, si tu veux durer 20 ans, 30 ans, 40 ans et avoir un fonds qui assure le niveau de performance normative sur lequel il s'est engagé, ben en fait, tu es condamné à limiter ta collecte à un moment donné, sinon ça marche pas. Voilà. Et ça c'est pas évident. Et l'idée de créer d'autres véhicules SCPI, par exemple, c'est une idée qui peut germer ou Oui, l'avocat. tout à fait, tout à fait. Tout à fait. En fait,
Je considère que d'avoir un véhicule qui collecte pendant 30 ans et qui collecte tout le temps et qui investit tout le temps, ça n'a pas forcément du sens. La collecte des véhicules a vocation à se stopper en fonction du momentum de marché et à se réouvrir lorsque le momentum de marché équivalent se reproduit. Donc typiquement, je vais donner un exemple tout bête. Aujourd'hui, nous, on s'est engagé sur un 7% long terme en taux de distribution. Quand le marché nous permet plus de servir ce 7% sur le long terme, il va falloir tout simplement stopper notre collecte. Voilà. Ou en tout cas collecter un minimum pour assurer la liquidité du fonds, mais en tout cas limiter la collecte du fonds, ce sera essentiel. Pourquoi? Parce que sinon ça va dégrader notre niveau de performance long terme. En fait, l'avantage en SCPI, c'est qu'il y a un délai de jouissance. Nous, on a un délai de jouissance de 6 mois. Et l'autre avantage en SCPI, c'est qu'il y a quand même la possibilité de recourir à la dette, à l'effet de levier. Donc, tu as un ratio LTV de 40%. Loan to value, c'est-à-dire sur un patrimoine de 100, on peut imaginer que ce patrimoine a été financé à 60 par des fonds propres et à 40 par de la dette. Donc, en fait, quand on est dans dans ce schéma-là, en fait, si on a un ratio LTV et qu'on recourt à la dette aux alentours d'un ratio LTV de 30 à 40, enfin les 30-35%, et que j'ai un niveau de rendement acte en main sur mon patrimoine de 7 à 7,5, je sais que je suis capable de servir mon 7 sur le long terme, en intégrant une donnée, un peu de vacances locatives de temps en temps et du patrimoine que je reloue, et de l'autre côté, une collecte minimum que j'assure pour assurer la liquidité du fonds et puis toujours rester en contact avec le marché à l'investissement. Donc quand j'ai ça, quand je sais que j'arrive à atteindre mon niveau de performance long terme. Mais il ne faut pas que je descende en dessous de 7% de rendement acte en main au niveau de mon portefeuille moyen. Donc si je vois qu'en fonction de ma collecte, que je vais dégrader ce niveau de performance moyen, je vais me retrouver embêté. Donc il faut que je le limite. Ouais. C'est tout ça, c'est un jeu d'équilibriste, voilà. Et donc après, si le momentum de marché est plus adapté à mon fonds Wimo One, je vais pas impacter mes pauvres actionnaires qui ont été les premiers à investir chez moi, qui étaient sur un niveau de rendement à 7%. En fait, ils vont se retrouver avec un véhicule qui fait du 6. Donc en fait, moi, mon objectif, c'est de faire en sorte de maintenir ma promesse et mon engagement. Il va falloir créer mécaniquement un nouveau véhicule le moment venu. Et ça, clairement, c'est une manière de penser un peu comme des fonds professionnels. On fait pas mal de fonds professionnels aussi au sein du cabinet. Et souvent, il y a des périodes de souscription et puis des périodes où c'est fermé. Et souvent, ce type d'actifs va avoir des performances à long terme plus élevées que des pays qui collectent énormément. En fait, c'est facile, Alexandre. Moi, j'ai 35 ans. Pour partir à la retraite, il m'en faudra 65, peut-être 70. Donc, j'ai 30 ans devant moi. Donc, en vrai, si c'est pour être bien pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, et qu'après se retrouver avec un fonds qui est tanké ou avec une image de marque qui est dégradée sur le marché, c'est con. En fait, à partir du moment où tu comprends que la confiance, il faut 10 ans, 15 ans, 20 ans pour la créer et que tu peux la perdre en 10 minutes, en fait, tu prends pas les mêmes décisions. Je pense qu'il y a beaucoup de gestionnaires, de gérants qui ont retenu un peu ce qui s'est passé ces dernières années. Et je pense que vous en faites clairement partie. Moi, j'ai une question du coup. Alors, vous avez rehaussé votre objectif de distrib cette année à 10%, ce qui est hyper positif Alors moi, Clément, pour les autres. On pourra vite l'expliquer. Mais... voilà, exactement. On va dire. Ouais, mais tu sais, nous, on est le podcast SCPI sans filtre, donc t'inquiète pas, il n'y a pas Exactement. pas de chichi entre nous. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ils vont voir qu'on se donne même du mal en vacances et ils vont se dire, ouais, ils sont super ces gens. Voilà, bam. Ah, nickel, c'est pas bon ça. Alors du coup, ouais, je te demandais, enfin, vous avez rehaussé votre objectif de distribution à 10%, donc c'est un message hyper positif là à mi-année. En fait, comment tu peux distribuer du 10 quand t'as ton portefeuille qui te distribue du 8,40, je crois, rendement acte en main. Tout à fait. Je vois que tu maîtrises bien les chiffres de notre SCPI, ça fait plaisir. J'ai bien travaillé. Tout simplement par le délai de jouissance. En fait, la performance le taux de distribution de la première année n'est pas représentatif de la performance à long terme. Tout simplement parce que le nombre de parts en jouissance la première année est moins important et que compte tenu du fait que tu as l'effet de délai de jouissance, c'est-à-dire que nous, on a un délai de jouissance de 6 mois. Donc ça, c'est important de le dire aussi à ces 6 mois pleins. Donc c'est le premier jour du 7e mois.
C'est-à-dire qu'à partir du premier jour du 7e mois, les associés commencent à percevoir leurs dividendes. C'est l'un des délais de jouissance les plus longs du marché. Mais pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça? Parce que ça, c'est un choix fort et assumé de notre part. C'est que déjà, on a considéré que quelqu'un qui s'engage sur un placement long terme, sur 10, 15, 20 ans, en fait, il n'est pas à 6 mois près. Et je considère que les gens doivent être prêts à abandonner un peu de gains à court terme pour avoir plus de certitude, ou en tout cas plus de garantie à long terme sur la performance du fonds. Lorsque j'ai constitué la SCPI et ma team, j'ai pris conseil auprès d'un ancien gérant d'un grand groupe institutionnel, dont je tairai le nom, mais vous l'avez déjà cité, qui me disait que qu'il était responsable des acquisitions au tout début de l'histoire et qu'en fait, il avait souvent la pression de la collecte. C'est-à-dire que quand tu as la pression de la collecte et que tu as la nécessité d'investir, bah forcément, tu es moins regardant sur ce que tu achètes. Pourquoi? Parce que tu dois déployer les fonds. Et, et c'est ce qu'on appelle la pression de la collecte. Et nous, on s'est dit qu'il fallait, pour bien faire notre job, il fallait que l'équipe acquisition n'ait pas l'argent qui lui brûle les doigts. Et il faut qu'elle soit détachée de toute pression, de toute forme de pression de ce point de vue-là. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et on a tout simplement décidé de prendre le délai de jouissance, un délai de jouissance de 6 mois. C'est ce qui nous a permis, par exemple, pour donner un exemple concret, au premier trimestre 2025, on n'a rien acheté. On n'a rien acheté parce que les conditions, et on n'était pas arrivé au prix qu'on voulait avec les actifs qu'on voulait acheter. On voulait acheter l'actif de Badalona, un local d'activité. Et en fait, le propriétaire n'était pas au prix que nous, on voulait. Il essayait de nous renégocier des trucs, etc. Donc nous, on a dit non. Et donc après, au cours du deuxième trimestre, il est revenu au prix auquel, au prix on voulait. Et comme il est revenu au prix auquel on voulait, et on a réussi à l'acheter, je crois en 2 millions 2 millions 4 net vendeur ou acte en main. Et en fait, on a une valeur d'expertise qui est revenue à 2 850 000. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait plus de 20% de plus-value latente, même si elle reste théorique, parce que c'est une valeur d'expertise. Il n'y a que la valeur du marché qui donne le vrai prix d'un actif. En fait, on a réussi à faire plus de 20% de plus-value latente sur un actif parce qu'on a été dur en négociation et parce qu'on n'avait pas la pression de la collecte. Si j'avais que 3 mois de délai de jouissance, en fait, cet actif, je l'aurais acheté. Et j'aurais pas fait plus de 20% de plus-value, j'aurais peut-être fait 5 ou 10% de plus-value. Et donc, en fait, c'est ça la force du délai de jouissance. Et donc, l'intérêt du délai de jouissance, c'est que aussi, les premières années, comme j'ai une collecte qui est croissante, sous réserve d'avoir une collecte croissante, de toujours déployer les fonds dans un délai plus court que le délai de jouissance, ça me permet d'avoir un surplus de performance que je reverse aux associés qui sont arrivés tôt. Donc plus on arrive tôt dans l'histoire d'une SCPI comme la nôtre, et plus on a du surplus de performance. Mais, et c'est important de le dire à tes auditeurs, en fait, c'est pas représentatif de la performance à long terme du véhicule, tout simplement parce que il y a un nombre de parts en jouissance qui est limité, il y a l'effet délai de jouissance, et donc forcément, l'impact des premiers temps, il est hyper positif pour les premiers arrivés. Alors après, ça veut pas dire que on va arriver à notre taux normatif tout de suite. Nous, dans nos projections, si on termine l'année entre 40 et 50 millions de capitalisation, il me suffit de collecter l'année prochaine, il me suffit de collecter 51 millions d'euros. Je collecte 51 millions d'euros et je peux refaire 10% en termes de taux de distribution, sous réserve d'acheter et de déployer les fonds dans les mêmes conditions, etc., par l'effet mécanique du délai de jouissance. En fait, quand la collecte est croissante, et plus cet effet délai de jouissance dure dans le temps. En fait, ce qui est dur pour une SCPI, c'est par exemple de collecter 25 millions d'un coup, et ensuite de collecter le trimestre d'après 2 ou 3 millions, et le trimestre d'après 2 ou 3 millions. En revanche, quand tu es une SCPI comme nous, tu démarres avec un petit total de fondateurs, 1 300 000. Tu fais 3-4 millions le premier trimestre. Tu fais 5 millions le trimestre d'après. Puis 7-8 millions le trimestre d'après. Et que tu grossis progressivement. Là, en fait, tu as un effet dans le temps de ton délai de jouissance. T'as tes mécaniques relutives qui durent plus longtemps dans le temps. En revanche, quand tu as 100 millions une année, que tu recollectes 400 millions l'année d'après et que l'année d'après tu collectes 400 millions, ton impact de délai de jouissance, il est beaucoup moins important que quand tu as fait 50, puis 100, puis 200, etc. et que c'est progressif dans le temps. En fait, ce qui est très important pour bénéficier de l'effet délai de jouissance à plein, c'est d'avoir une collecte qui est croissante dans le temps.
Ça, c'est hyper important. Et après, il y a un deuxième élément qu'on n'a pas pris en compte, mais c'est l'effet de levier. Aujourd'hui, nous, on avait très peu d'effet de levier il y a à peine 2 semaines, mais là, on a refinancé le portefeuille espagnol avec Banque Inter. On a levé 3 400 000 euros de dette. Bah, c'est 3 400 000 euros qui sont investis. Donc, ça vient augmenter mon patrimoine, mais sans augmenter la taille de ma capitalisation. Donc, forcément, j'ai plus, voilà, si j'ai 30 millions de capi, mais que j'ai 40 millions d'actifs sous gestion, bah, forcément, bah, ça a un impact sur la performance aussi, puisque bah, j'ai du loyer, j'ai 8,4% sur 40 millions d'actifs sous gestion, alors que je sers mon rendement sur 30 millions de capitalisation. Ouais, c'est un vrai moteur de performance future. Je pense que ça aidera vraiment à justement maintenir ces niveaux de distrib. Et c'est quoi, du coup, un peu les conditions de financement là, immobilier sur le marché? C'est Alors déjà, nous, on a en termes de taux, de maturité, de... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, nous, on a des financements professionnels déjà. Donc nous, c'est déjà plus cher qu'un particulier. Et nous, là, nous, on a du taux fixe et on emprunte entre 3,8 et 4% sur des périodes. Alors, tu as deux types de crédits. Toi, tu peux faire du crédit in fine, soit tu peux faire de l'amortissable. De prime abord, on a tendance à penser que l'in fine, c'est ce que fait une SCPI. Mais finalement, le coût de la dette est plus important pour la SCPI, sauf en année 1 où les coûts sont équivalents. Mais à partir de l'année 2, ça coûte moins cher pour une SCPI de prendre du crédit amortissable. Ça te fait des mensualités plus importantes puisque tu amortis ton capital, évidemment. Mais dans le cas d'une SCPI qui collecte et d'une SCPI qui est en croissance, bah, finalement, ça a du sens d'avoir de l'amortissable. Et donc, pour nous, bah, en fait, on refinance aujourd'hui une partie de notre patrimoine en prenant de l'amortissable sur 10 ans, avec des taux fixes entre 3,5 et 4. Et le cas échéant, si on devait prendre un taux variable, parce que ça peut exister, on prendrait une couverture de taux. C'est ce qu'on appelle un swap de taux. Ça coûte un peu d'argent, mais ça vous permet de vous couvrir contre une éventuelle hausse de taux. Nos projections vont plutôt sur des baisses de taux. Mais on n'est jamais sûr de rien, hein. L'inflation peut repartir pour une raison X ou Y, j'en sais rien, et effectivement, les taux peuvent remonter. Donc, c'est important pour nous de nous couvrir. Parce qu'à partir du moment où tu as une variable qui peut monter, alors que ton loyer, ton rendement acte en main, lui, il est figé, bah, tu peux te retrouver avec un effet ciseau qui peut être dévastateur pour la SCPI. Et puis, donc pour moi, il faut toujours se couvrir sur ces sujets-là. Enfin, en tout cas, c'est notre philosophie à nous. Voilà, donc on va dire le profil type de notre dette, c'est amortissable, 10 ans, avec un taux fixe entre 3,8 et 4%. Voilà, c'est à peu près ce qu'on a. Et comme tu as un rendement acte en main à plus de 8, ton effet de levier, Exactement, exactement, exactement. Il y a un bon delta entre les deux. On en a un peu parlé, mais peut-être tu peux nous détailler ta vision de marché pour le deuxième semestre 2025. Et est-ce que tu vises à diversifier dans d'autres pays, le Portugal, la Belgique, ou rester sur France, Italie, Espagne? Alors, c'est bien de le rappeler, on est présent en France, en Espagne et en Italie. Aujourd'hui, à l'instant T, on a plus de 75% du patrimoine qui est hors France. Je dirais même peut-être à l'instant où on se parle, comme ça peut changer rapidement, on est même à plus de 80% en Europe. Bon, en tout cas, ce que les auditeurs doivent retenir, c'est qu'on a au moins 75% hors de France, et ça, c'est acquis. Aujourd'hui, s'installer dans un pays, c'est des coûts. C'est des frais de setup, c'est la mise en place des partenaires, le property manager local, créer tous les partenaires, etc. Ça prend du temps, de l'énergie. Donc, c'est coûteux pour la SCPI. Et c'est coûteux pour la société de gestion en temps humain. Donc en fait, nous, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est que on rentre dans un pays sur opportunité. En fait, on a validé le pays parce que le pays est intéressant en termes de fiscalité, etc., en termes de marché. Voilà, on a notre liste de pays, on a notre checklist, et on se dit, bah voilà, si dans un de ces pays il y a une opportunité intéressante qui émerge, hop, pourquoi pas, on y va. On met en place le setup et on se concentre sur cette première acquisition. Et lorsqu'on a une première acquisition qui est en vue, il faut rapidement qu'on en ait une deuxième, une troisième, une quatrième qui arrive pour qu'on ait un intérêt à avoir un property manager local et à absorber les quelques frais fixes que coûte l'installation dans un pays. Et donc, il faut qu'on ait 3-4 actifs assez rapidement dans un pays pour se dire, OK, c'est bon,
on a déjà une base minimum, un socle minimum d'investissement dans le pays pour que ce soit intéressant en termes de gestion pour nous. Et donc, effectivement, je ne saurais pas où est-ce qu'on va arriver là prochainement, mais ce sera une affaire d'opportunité. On travaille effectivement, on se renseigne sur les Pays-Bas, on se renseigne sur l'Irlande, on se renseigne sur la Belgique, l'Allemagne, la Croatie aussi. Aucune SCPI n'est présente en Croatie. Le taux de prélèvement à la source en Croatie, il est assez faible. Faire de l'hôtellerie en Croatie, bah, c'est peut-être un peu, enfin voilà, c'est peut-être malin en termes de potentiel de croissance sur le long terme et de valorisation du patrimoine. Voilà, pareil. Donc sur cette classe d'actifs là en Croatie, on se dit pourquoi pas, bien placé dans des stations balnéaires, ça peut avoir carrément du sens. Voilà. Donc c'est le genre de réflexion qu'on a en termes d'implantation européenne. Comment ils sont gérés les actifs? Donc tu disais vous êtes 20, 30 personnes chez Wimorem, et Alors, vous avez des asset managers, c'est ça? dans la SCPI, on est une petite dizaine, enfin dans la société de gestion, pardon, dans Wimorem. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bah, en fait, on fait appel à des property managers locaux. Typiquement, on s'est posé la question à un moment donné, est-ce qu'on prend un property manager européen pour avoir un seul interlocuteur, ou est-ce qu'on prend un property dans chaque pays? Ben en fait, on s'est rendu compte que la connaissance du marché et le suivi était un peu plus personnalisé en ayant des property managers de plus petite taille, mais plutôt experts dans leur pays. Que c'est ce qu'on a fait finalement en Espagne et en Italie. L'asset management, il est géré à Paris. C'est-à-dire que l'asset management, c'est Paris, et toute la gestion, on va dire, du quotidien, le property, envoyer des quittances, gérer une fuite, etc. Donc on est forcément toujours informé. Mais tout ça est envoyé, enfin voilà, tout ça est géré par un property, un property local. En fait, on a considéré que les tâches à faible valeur ajoutée, on pouvait les externaliser, mais les tâches à haute valeur ajoutée comme la recommercialisation d'un local, les arbitrages, les stratégies, le repositionnement de l'actif, etc., la vision un peu plus globale, l'asset management, bah, en fait, devait être géré par nos équipes en interne. D'ailleurs, à ce propos, la question qui fait mal, est-ce que du coup ça impacte les frais de gestion? Parce qu'on regardait avec Clément, euh, ils sont un peu sur la fourchette haute. Est-ce que c'est en raison de la taille des actifs à gérer ou de l'externalisation? Alors, j'ai une philosophie qui tient à ma personnalité. C'est que j'ai une personnalité où en fait, je suis totalement transparent sur ma démarche. En fait, je dis la vérité et en fait, la vie est suffisamment compliquée pour ne pas être simple intellectuellement. Et donc, en fait, moi, ce que j'ai constaté lorsque j'ai créé ma SCPI, c'est que, bah, en fait, il y avait tout un tas de frais dans les SCPI qu'on pouvait pas forcément appréhender au moment où on signait. Il peut y avoir des frais d'acquisition, des frais de brokerage quand il n'y a pas d'agent immobilier. Il peut y avoir des frais de cession sur un actif. Il peut y avoir des frais de suivi et de pilotage des travaux. Il peut y avoir des frais de mise en place d'un financement, etc. Il peut y avoir tout un tas de frais qu'on n'appréhende pas et qui sont à la main du gestionnaire. Donc moi, je me suis dit, quand je vais créer ma SCPI, je vais créer une SCPI avec seulement 2 lignes de frais. Des frais d'acquisition, enfin non, des frais de souscription. Ah, je suis chamboulé. Donc des frais de souscription et des frais de gestion qui sont prélevés sur les flux locatifs. Et donc, je vais prendre des frais qui sont dans la fourchette haute du marché, 10% hors taxe sur les frais de souscription et 11% hors taxe sur les flux locatifs. Bah, en fait, avec ce positionnement-là, quelqu'un qui rentre dans ma SCPI sait exactement combien vont lui coûter les frais dans la SCPI. Quand par exemple, tu as des frais d'acquisition, bah en fait, tu sais jamais combien ça va te coûter en amont, puisque tu sais pas quel est l'effet de levier qui sera mis dans la SCPI. Si la SCPI a collecté 10 millions et qu'elle emprunte 5 millions, bah tes frais d'acquisition, ils sont sur 15 millions, ils sont pas sur 10 millions. Nous, les frais de souscription, bah tu sais exactement que c'est 10% du montant de la capitalisation. C'est facile à appréhender. Il n'y a pas de, il y a pas de débat. Et c'est pareil pour les frais de souscription. C'est exactement la même chose. Donc en fait, on est totalement transparent dans notre démarche. Et donc effectivement, bah forcément, recourir à un property externalisé en fonction des missions, bah ça impacte, c'est prélevé en partie sur les frais de gestion et bah forcément ça a un impact, ça n'a pas trop d'impact pour l'investisseur, mais ça a plus d'impact pour nous. Voilà. Et je dirais que les frais, la manière dont on perçoit les frais sont assez bien perçus par nos associés.
qui nous disent tous, ouais, en fait, on a le sentiment que vous êtes vraiment aligné en intérêt avec nous. Vous n'allez pas avoir des décisions de gestion pour aller faire des frais juste pour faire des frais. Voilà. Typiquement, on pourrait se dire, si on a des frais de cession du patrimoine, bah, tu pourrais te dire, bah, moi, en tant que gestionnaire, bon, l'année a été moyenne en termes de collecte. Bon, je vais arrondir ma fin d'année, là, je vais vendre 2-3 actifs. Je vais me prendre X% sur la cession de chaque actif. Et voilà. Je dis pas que c'est ce que font les gestionnaires. Et je pense que les sociétés de gestion sont sérieuses et elles ne le font pas. Mais tu pourrais avoir l'arrière-pensée de te dire, ah bah tiens, ma société de gestion peut le faire et peut prélever des frais à ce titre. Est-ce qu'elle le fait vraiment dans mon intérêt ou pas? Et donc, en fait, il y a toujours un léger désalignement d'intérêt entre le gestionnaire et le fonds qu'elle gère et la collectivité des associés. Et donc, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est avoir le moins de désalignement d'intérêt possible à travers ma structure de frais. Et mon job, c'est de pérenniser les flux locatifs et de les mettre et de faire en sorte qu'il y ait un maximum de flux locatifs et qu'ils soient les plus pérennes dans le temps, puisque c'est ma seule source de revenus. Ouais, Ça a été ça très ma clair. philosophie. Et sur ce point-là, on est aligné parce que nous, on propose pas que des CPI, on fait aussi de l'assurance vie. Et avec Clément, on pousse beaucoup pour les ETF parce qu'on considère que c'est aligné en termes de commission. On va peut-être être plus cher sur les frais de gestion, mais par contre, sur les frais de gestion subis par le client, c'est souvent 2 fois ou 3 fois moins cher pour lui. Et, Tout à fait. Alors c'est vrai que moi je suis un grand partisan des ETF, mais il y a un truc que j'ai quand même envie de souligner parce que souvent on a la bataille des frais dans la SCPI parce qu'on est tous comme ça, tout le monde communique. Il y a ceux qui sont sans frais de souscription, mais qui ont d'autres frais par ailleurs. Donc finalement, quand on fait les calculs, on voit que ça coûte finalement à peu près la même chose. C'est juste que enfin que la commission est placée un peu ailleurs, différemment. Euh, Mais en fait, les frais de gestion dans une SCPI, pas si cher que ça par rapport aux frais de gestion qu'on peut avoir pour des unités de compte dans des contrats d'assurance vie. Je vais te donner un exemple. Quand tu prélèves comme moi 11% hors taxe des flux locatifs, grosso modo, tu as un rendement à 8,4%, acte en main, donc tu as 10 millions, tu as 840 000 euros de loyer, donc moi je prélève 11% de 840 000 euros, moi je vais prélever 960 000 euros et des brouettes. Donc j'ai prélevé à peu près 1% du montant de l'encours. Mais quand on voit qu'il y a des sociétés de gestion qui vont avoir des fonds obligataires, des fonds actions, que tu achètes et que tu revends avec un clic, hein. C'est pas la même gestion que quand tu as 50 actifs immobiliers avec des locataires, des trucs, des quittances et ainsi de suite. C'est pas du tout la même gestion. Mais qui vont te prélever 1,3, 1,5, 2% du montant de l'encours dans des contrats d'assurance vie. En fait, c'est pour ça que je te rejoins sur les ETF, parce qu'en plus, 90% des gens ne battent pas le marché. Donc l'avantage, c'est que tu as la performance du marché et que tu fais 90% du marché, 90% de la performance du marché grâce à tes ETF. En fait, moi, je trouve que finalement, nous, les gestionnaires immobiliers, eh ben, en fait, on prélève pas des frais si démesurés par rapport à ce qui se fait sur le marché. C'est juste que notre manière de les présenter, quand tu dis que moi, je te dis que je te prends 11% de frais, tu dis, oh, c'est énorme. Mais quand tu dis que c'est 11% des loyers que tu rapportes à la capitalisation totale, tu te dis, bah, finalement, que ça fait même moins de 1% de l'AUM. Tu vois, des assets under management, de l'encours global. L'encours, ouais. Bah, c'est pas très cher, Ouais, en ouais. fait. C'est pas très cher. Vraiment pas très cher. c'est ça. Et puis après, il faut aussi considérer la perf générée. Exactement. Ouais, parce que les contributions sont nettes de frais. C'est ça, et de toute façon, c'est le juge de paix, hein. C'est voilà, quel est le, le rendement net distribué, quel est le TRI investisseur finalement. Exactement. Comme ton TRI est net de frais, bah, c'est ce qui permet de départager les différents placements. Donc, peut-être un mot sur la valeur de Reconstitue, parce que vous êtes nettement en situation de décote aujourd'hui, enfin en tout cas à mi-année, donc ça s'explique par les bonnes acquisitions donc, qui ont été réévaluées à la hausse, notamment. Est-ce que c'est un choix de laisser cette décote donc, pour favoriser peut-être la collecte ou en fait, voilà, comment c'est quoi la politique de Wimo là-dessus?
Alors, la politique de Wimo, elle est simple et on y a réfléchi. On a fait un comité assez important, structurant sur notre manière de penser avant de partir en vacances. Mais on est parti du principe que les associés qui nous font confiance aujourd'hui, quand on est jeune, quand on va faire confiance à Wimo aujourd'hui, ce sera pas la même chose que de faire confiance à Wimo dans 10 ans quand Wimo gérera 3 milliards d'actifs. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc en fait, on dit que les premiers actionnaires, faut qu'ils aient vraiment ce surplus de performance qu'on peut attendre. Donc notre philosophie, par exemple sur le taux de distribution, désormais, c'est de ne pas constituer de report à nouveau. Et je réponds à côté, mais pour revenir sur ta question après, Clément, c'est de dire on distribue ce qu'on encaisse. Pourquoi? Parce qu'en fait, et on ne constitue pas de report à nouveau. Mais pourquoi? Parce que la SCPI, c'est une société qui est translucide, donc les associés sont imposés sur le résultat de la SCPI et non pas sur ce qu'ils ont perçu. Donc il faut qu'on fasse en sorte que les distributions coïncident le plus avec le résultat de la SCPI. Et s'il faut faire du report à nouveau ou qu'il faut constituer une petite réserve parce que pour un actif, il y a besoin de faire des travaux, on le fera au cas par cas. Et du coup, ce sera moins de revenus distribués, mais on ne constituera pas de report à nouveau sur lequel les clients seront fiscalisés et qui n'est pas distribué. Donc notre philosophie, c'est de faire en sorte que les actionnaires d'aujourd'hui aient le maximum de leur retour sur investissement qu'ils peuvent espérer par rapport au potentiel de la SCPI. Je reformule. Donc si potentiellement je peux distribuer 100, bah, je vais distribuer 99,9% en laissant un petit buffer, mais je vais distribuer quasiment 100% de ce que je vais encaisser. De la même manière sur la valeur de reconstitution, on n'a pas vocation à laisser une valeur de part qui soit aussi décalée par rapport à la valeur du patrimoine. Au bout d'un moment, c'est qu'il faut qu'il y ait un retour à l'actionnaire, et il faut qu'il y ait un retour à l'associé, et donc il faut qu'on anticipe. Alors aujourd'hui, on ne le sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on va faire exactement, s'il y aura une revalorisation ou pas, etc. Mais on se dit clairement que quand on a un matelas comme le nôtre, potentiellement, on peut le faire. Alors on a un matelas qui est d'autant plus important, et c'est vrai que tu vois, je vais te donner, je vais rentrer un peu dans la technique de notre SCPI. C'est qu'en fait, pour calculer la valeur de reconstitution, tu prends la valeur d'expertise du patrimoine, tu rajoutes le cash disponible, donc non investi, et tu rajoutes en gros les avoirs financiers, donc, ainsi que tous les frais qui ont été utiles ou nécessaires pour reconstruire ce patrimoine à neuf. Voilà. Donc j'ai eu des frais d'acquisition, ils sont inclus dans la valeur de reconstitution. J'ai eu des frais de souscription, ils sont inclus dans la valeur de reconstitution. Et ça me donne du coup une valeur théorique. Et donc c'est la valeur de marché, c'est la valeur théorique de ta SCPI. Donc aujourd'hui, nous, elle est à plus de 215 euros. La valeur de la part, elle est à 200 euros. Donc ça veut dire qu'il y a un delta. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au 30 juin, on avait plus de 6 millions d'euros de cash disponibles, qui n'étaient pas investis. Okay, ouais. Le 1er juillet, ces 6 millions d'euros, ils ont été investis. Et en fait, c'est que un sujet technique qui a fait que j'ai pas pu investir au 30 juin mon cash et que j'ai décalé mes acquisitions au 1er juillet. Donc j'ai fait 2 acquisitions au 1er juillet, l'école de Milan et le Carrefour Market. Donc j'ai déployé pour 6 millions d'euros de cash. Donc si je fais ma valeur de reconstitution au 30 juin, bah en fait, je suis à plus 7,8% par rapport à mon prix de part. Mais si je fais ma valeur de reconstitution au 1er juillet, enfin voilà, le 1er juillet à 20h, bah je suis à 10%, voire plus. Donc ce qui fait que mécaniquement, nous, sur notre valeur de reconstitution, on est à l'aise. Alors on était déjà à l'aise au 31 décembre 2024. Mais pour nous, c'était trop tôt. Et on voulait confirmer l'essai. Donc au 30 juin, on confirme l'essai. Et on sait qu'on a une valeur de reconstitution où on en a sous le pied. Donc forcément, nous, à un moment donné, enfin là, dans le cadre d'une performance globale, distribution et revalorisation potentielle de part, bah clairement, on veut s'inscrire dans cette tendance-là. Ouais, c'est sûr. Ok, très clair. Super clair, merci. Alors, je sais pas si je suis rentré un peu dans la technique. Hein. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop, enfin, pas pour vous, mais plutôt pour nos auditeurs. Des fois, j'ai tendance à
à vouloir rentrer peut-être un peu trop dans le détail. Mais bon, comme c'est SCPI sans filtre et qu'on a du temps et qu'on peut développer, bah, voilà, je me suis permis d'être un peu long sur ces détails. Non, c'est très bien et puis on avait fait une vidéo justement qui expliquait ce concept de valeur de reconstitution, décote ou surcote et aujourd'hui, c'est un des critères qui est assez suivi par les investisseurs, enfin les associés et les futurs potentiels investisseurs. Et c'est un bon point d'en avoir sous le coude et ouais, comme tu dis, ça fait partie d'une performance globale. Contrairement aux indicateurs financiers, enfin ETF, où on a du mal à prédire l'avenir, euh, avec l'immobilier, on a quand même un peu plus de visibilité. Alors bien entendu, il peut y avoir des hausses de taux, il peut y avoir des évolutions négatives, mais on est sur des flux, enfin des fluctuations qui sont beaucoup plus moyen long-termistes. Donc c'est toujours intéressant, surtout si le projet c'est peut-être d'investir rapidement, de, de connaître un peu la tendance de marché pour voir si c'est plutôt intéressant d'attendre ou d'actionner des projets relativement rapidement. Après, après voilà, ce qu'il faut toujours rappeler aussi à nos clients, à nos associés souscripteurs, c'est que bah, en fait le risque zéro n'existe pas, qu'en fait on achète de l'immobilier, donc forcément il y a les risques liés à l'immobilier. Ben voilà, j'ai pas l'impression que les gérants sur le marché aient fait des erreurs significatives, mais une hausse de taux, un positionnement trop spécifique sur le bureau, pof pof, et puis bah voilà, c'est ce qui fait que bah on se retrouve à être une SCPI très exposée. Et les grands institutionnels qui ont beaucoup collecté sous l'empire des taux bas, finalement ils ont acheté de l'immobilier quand même bien, ouais, ce que je veux dire. Mais ça reste de l'immobilier. Il y a un risque à acheter de l'immobilier, et ça il faut l'avoir en tête. Maintenant, moi j'ai Wimo One est très identifié sur son segment des petits actifs en Europe. Si demain, Clément, Alexandre, vous aviez 1 milliard d'euros à placer, est-ce que vous préférez, enfin dans l'immobilier, vous avez 1 milliard, est-ce que vous préférez acheter une tour à la Défense louée à Total qui a un bail ferme de 12 ans, par exemple, donc sécurisé, ou est-ce qu'avec ton milliard, tu préfères avoir 1000 actifs à 1 million d'euros? Et en fait, dans la démarche, l'immobilier, cette dispersion du risque et cette diversification, pour moi, est très importante. Et c'est un peu l'ADN de notre SCPI, le truc qu'on veut avoir. C'est que une tour à 1 milliard louée à un seul locataire, bah en fait, quand ton locataire il te dit bah je veux renégocier mon bail ou je veux partir, et ben en fait tu te retrouves à être très embêté. Voilà. Et parce que le rapport de force il est clairement en sa faveur. Et là, j'ai envie de dire, la question sera vite répondue. Moi, je prône la diversification, que ce soit en typologie d'actifs, en zone géographique et avoir de la granularité, ouais. Tout en étant capable, bien sûr, de pouvoir gérer ce patrimoine et je suis plutôt aussi pour la rotation des portefeuilles. Alors, je sais que d'un point de vue opérationnel, c'est difficile, mais tu vois, quand tu as de la plus-value ou ce genre de choses, ça peut être pertinent de se dire: «OK, je vends et je vais distribuer à mes associés», quoi, tu vois? Plutôt que d'accumuler. Exactement. Faire rouler son portefeuille, ça a du sens, hein. Nous, par exemple, on a acheté l'actif d'Orléans avec un rendement acte en main à 10%. C'est des bureaux. Donc on l'avait payé 2,6 millions. Mais en fait, le broker, enfin l'agent immobilier qui nous a trouvé le deal, il nous a retrouvé un autre acheteur qui était prêt à se positionner à un peu plus de 3 millions d'euros. Donc effectivement, on aurait pu faire faire à nos associés, parce qu'en plus c'est 2,6 millions acte en main, on aurait pu déjà leur faire faire une plus-value sur cet actif. Mais finalement, bah, aller retrouver sur ce marché des bureaux multilocataires au pied de la gare avec des parkings loués à 6-7 locataires différents, en fait, ça restait quand même un bon actif et c'est difficile de trouver, c'est difficile de trouver aussi bien. Donc on a fait le choix de le garder. Et puis après, réglementairement parlant, il faut conserver les actifs pendant 5 ans, etc. Bon, c'est pas si évident que ça à réaliser. Mais clairement, un patrimoine, c'est pas figé dans le temps et il faut
créer ce qu'on appelle l'optionnalité. Nous, notre job en tant que gérant, c'est de toujours créer des options et avoir on peut dire plusieurs fers au feu. C'est un peu une sorte de bon sens paysan. On est propriétaire de notre patrimoine est toujours à la vente. Une fois qu'on aura atteint la maturité, notre patrimoine doit toujours être à la vente. Pourquoi? Parce qu'on peut tomber sur quelqu'un qui vous fait une super offre que vous pouvez pas refuser. Et donc, quand vous avez une super offre que vous pouvez pas refuser en fait, ça permet de dégager une plus-value, on fait tourner le patrimoine, ça permet de maintenir les équipes également dans des situations où, hop, elles sont dynamiques, elles bougent, elles sont pas figées dans le temps et ça permet de pas garder certains actifs 30, 40 ans et de s'endormir sur ces actifs. Donc, moi, je suis assez d'accord avec ça. Il faut concevoir le patrimoine d'une SCPI comme un continuum dans le temps qui évolue, qui des fois, voilà, si demain le commerce, on trouve que, je sais pas, moi, dans 20 ans, dans 10 ans, on peut dire que le commerce, ça a plus vraiment de sens, ou en tout cas que tous les centres-villes sont morts parce que tout le monde commande sur Amazon et que c'est la logistique voilà, qui a pris le relais. Et voilà, bah, il faudra qu'on vende nos cellules commerciales pour acheter voilà, d'autres actifs. Voilà. Donc, nous, ce qu'on veut pas faire, c'est se laisser porter par le courant. Voilà. En fait, on veut essayer de faire les choses différemment des autres pour aller créer de la valeur. Et en fait, quand on a un positionnement différent, on crée une valeur et on arrive à faire des choses différentes. En fait, je sais plus où est-ce que je lisais ça. Je crois sur LinkedIn. Je sais que tu es très actif sur LinkedIn aussi, Clément. Mais je crois que je lisais ça récemment. Quelque part, il n'y a qu'un poisson mort qui se laisse porter par le courant. Donc en fait, quand on pense comme tout le monde, mais en fait, c'est aussi la force d'être entrepreneur. C'est-à-dire que il y a des gens à qui ça plaît le fait que Wimo soit une boîte gérée par des entrepreneurs et il y a des gens à qui ça plaît pas. Mais en fait, nous, on peut se permettre de prendre le risque d'avoir raison tout seul. Un employé dans un grand groupe n'a aucun intérêt à prendre le risque d'avoir raison tout seul. Il préférera même avoir la certitude d'avoir tort avec tout le monde au même moment que tout le monde, parce que si tout le monde se plante au même moment sur la même classe d'actifs et ben en fait, on lui reprochera rien. Mais si par contre il a raison tout seul et qui réussit, bah, il aura peut-être pas forcément plus de lauriers. Mais en revanche, s'il se plante en étant tout seul, on lui dira, bah, t'as vraiment fait une connerie. Et donc, en fait, les indépendants, je trouve qu'en tout cas, pour la SCPI, en tout cas, pour ma classe d'actifs que je maîtrise, bah, en fait, je trouve que ça a du sens d'investir dans des boîtes pilotées par des indépendants qui vont essayer de penser un peu différemment et qui ont eux-mêmes mis leur propre argent dans les fonds sur lesquels ils commercialisent. Il y a un bon alignement d'intérêts avec les associés, ça c'est sûr. Exactement. Et puis après, les gens, ils nous font confiance ou ils nous font pas confiance. Et puis, s'ils nous font pas confiance, ils investissent dans une autre SCPI. Nous, on a trouvé notre marché, on a trouvé notre rythme de croisière. On a atteint 30 millions de capitalisation. À la fin du mois d'août, on sera peut-être à 35. Et à la fin de l'année, on sera peut-être à 40 ou 50. Et voilà. Et notre objectif, il est tenu. Nous, à notre échelle, on cherche à grandir à notre rythme, progressivement, et y arriver. On n'est pas les meilleurs du monde. Je considère que notre équipe, c'est assez marrant. Je suis persuadé qu'on n'est pas les meilleurs individuellement. Mais le collectif et la complémentarité de nos équipes fait que ça tourne. Voilà. C'est-à-dire que nous, par exemple, dans notre trio d'associés, on va dire que moi, je vais être plutôt l'étincelle de création, l'impulsion. Gurvan, mon associé, il va souffler sur les braises pour que ça s'enflamme. Et Christophe, lui, va faire en sorte que le feu tienne dans le temps et qu'il se propage pas n'importe où. Donc, en fait, en termes d'image, par exemple, on va être un trio très complémentaire. Alors que je suis persuadé qu'on n'est pas les meilleurs chacun dans sa partie. Voilà. Mais on est très complémentaires les uns avec les autres. Et on essaie de construire une équipe un peu à cette image-là. Voilà. Donc on n'est pas les meilleurs. On fera sans doute des bêtises sur certains investissements. On fera des erreurs parce qu'on n'est pas les meilleurs du monde. Mais globalement, on est persuadé et on sait qu'on fera une bonne SCPI. Parce qu'on a de l'humilité pour le reconnaître et s'adapter. Et voilà, je pense que c'est ce qu'il faut dans le temps. Garder beaucoup d'humilité face au marché. Et voilà. Les gérants qui, il y a 4 ans, 5 ans, achetaient des tours de bureaux de plusieurs centaines ou dizaines de milliers de mètres carrés, bah, c'était les King of the World, c'était les champions du monde. Et aujourd'hui, bah, ils sont cloués au pilori. Voilà. Mais bon, comme c'est souvent des employés de grands groupes, bah, ils changent de groupe et il va dans un autre groupe, etc. Moi, ma boîte, c'est ma vie, c'est tout ce que j'ai mis dedans. J'ai tout investi dans ma boîte, donc en fait, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes risques. Nous, on est condamné à bien faire.
J'aime bien cette vision entrepreneuriale et terminer avec une petite punchline sans filtre aux auditeurs du podcast. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour Wimo, Ivan? Qu'est-ce que je pourrais dire? Écoute, je peux essayer de dire, je vais essayer de reprendre ton image, ta dernière image sur LinkedIn, là, ta dernière création était très bien. C'est que Wimo One s'appelle Wimo One pas pour rien, parce que One ça veut dire numéro un et que on a de l'ambition, mais beaucoup d'humilité. On travaille beaucoup. Que notre ambition c'est d'être numéro un. Oui, c'est vrai que j'avais publié une Formule 1 représentant Wimo One qui venait d'annoncer sa, la hausse du taux de distribution cible de l'année à 10%. Donc, bon, ça illustre bien cette belle dynamique Voilà, sur cette jeune SCPI. alors attention, hein, c'est à notre échelle, hein, avec beaucoup d'humilité. Hein. Il y a Fana qui sont, il y a beaucoup de sociétés sérieuses, beaucoup de gérants sérieux, beaucoup de sociétés qui collectent bien, qui font bien leur boulot. Voilà. Maintenant, nous, on arrive, on est des petits jeunes, on est des nouveaux. Et alors, ça veut pas dire qu'on n'est pas expérimenté, hein, parce que on a entre 35 et 45 ans dans la boîte, hein, donc on a l'expérience qu'il faut, mais voilà, avec humilité de travail, on va essayer d'aller se positionner parmi les meilleurs. Et surtout pour nos épargnants. Bah écoute, merci Yvan pour de t'être livré comme ça sur ta boîte, sur la SCPI. Je pense que ça donne beaucoup de perspectives concrètes sur les investissements qui sont réalisés, la vision pour le futur. Et ça va vraiment bah, apporter de la valeur pour après que le client final décide si il est aligné ou pas avec ce type de vision. Mais moi, en tout cas, ça m'a beaucoup parlé. J'ai beaucoup apprécié l'échange assez cash. Et Clément, Sans filtre. je te laisse peut-être le mot de la fin. Ouais, non, super. Merci Ivan pour ces échanges et d'avoir pris le temps d'échanger avec nous dans le cadre de tes congés. Cadre sympa, hein, mais en tout cas d'avoir pris le temps. Et avec 4 enfants, hein, c'est ça, j'ai réussi à m'organiser. Et tu vois, mon Ouais, dernier, ouais, chapeau, il a fait la chapeau. sieste pendant toute la durée de notre interview. Donc je suis maintenant qu'on va finir, il va aller se réveiller direct pour que j'ai pas un moment de répit. Ça, c'est certain, vous pouvez être sûr. Ouais, non, mais ça, on va pas te déranger plus longtemps. En tout cas, merci d'avoir pris le temps. De, Profite bien, en tout cas, de ta famille. Et puis, ça reste le plus important. Et puis, on va suivre avec attention la suite de Wimo One. En exactement. tout cas, C'est le un meilleur grand actif, merci. notre plus grand actif, notre famille et les enfants. C'est important quand même. Exactement, Voilà. tout à fait. Au revoir, messieurs. Merci beaucoup pour tout ça. Au revoir, Clément. Puis à la À la prochaine. prochaine. Salut Clément. Au Salut revoir. Alexandre. Ciao. Au revoir, merci.